Là, je voudrais intervenir sur plusieurs points. D'abord, je voudrais remercier Madame de Bézieux parce que je trouve que ce film est vraiment sensible, humain. Je trouve que la qualité du contact que vous avez pu faire avec ces femmes-là, je trouve que c'est vraiment très chouette. Ça me permet aussi de réagir sur un deuxième point. La question que vous posez, c'était qu'est-ce que nous, on peut faire. Et donc nous, à Louise Michel, on a reçu pas mal de femmes qui avaient subi ce type de pratique. Et on s'est rendu compte que, donc à la fois c'est important, bien sûr, qu'il y ait des intervenants communautaires, mais je pense que c'est peut-être important par rapport à ce que nous, on peut faire ici en Belgique, de rappeler aux professionnels que c'est vraiment un thème qu'on peut aborder. Et que toutes les Belges qui ont abordé ce sujet-là se sont rendus compte avec une certaine surprise que ce n'était pas du tout tabou. Qu'il y a des mots à utiliser, comme le disait Kadiatou, il faut peut-être pas l'exciser, il faut dire est-ce que vous avez tout coupé, mais que quand on tend une perche, dans l'expérience que nous on a eue, les femmes bondissent sur cette perche-là, et comme dit Fabienne aussi, ça leur fait du bien de commencer à vider leur valise, donc je pense que, qu'est-ce que nous on peut faire? Je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est oser aborder la question, et ne pas se dire que parce que nous on est blanche, on ne va pas pouvoir parler de ça. Je pense que vraiment quand on tend une perche, il y a beaucoup de femmes qui se saisissent de la perche. Et la troisième intervention, la troisième question que je voulais poser, c'était par rapport à... J'ai jamais réussi à vraiment comprendre ce qui faisait que certaines femmes osaient à un moment donné se rebeller, ce qui faisait que certains pays arrivaient à un moment donné à dire maintenant on arrête, ce qui fait que certains villages disent maintenant on arrête. Et malheureusement aussi, qu'est-ce qui fait que ces villages-là, parfois, Fabienne le disait, font marche arrière. Donc voilà, je voudrais bien aussi peut-être voir, est-ce que vous avez des indications un peu plus précises sur qu'est-ce qui fait que dans certains villages, ça a marché, qu'est-ce qui fait que dans certaines communautés, on a réussi à dire maintenant ça suffit. Malheureusement, c'est aussi pourquoi on fait en arrière, mais quel est le déclic? Moi, je sais pas, ça implique une certaine complexité. Je pense que sur le plan individuel, alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'une femme va se rebeller? Je pense que il n'y a pas une chose, je pense que c'est un tout. Et je pense qu'il y a un moment donné, elle atteint peut-être une certaine limite. Et aussi, ça peut être son entourage. Elle n'est pas forcément toute seule. Elle est entourée, elle a peut-être une maman complice ou des amis complices. Enfin, je veux dire, c'est une prise de conscience, je pense. C'est un processus de prise de conscience. Et je pense que c'est la même chose pour un village. C'est-à-dire que le village, pourquoi il arrête ces pratiques d'excision? Je pense qu'il y a des associations ou des ONG comme Tostan qui vont valoriser certaines choses pour les amener à justement arrêter. C'est-à-dire que les exciseuses, elles vont dire au début, on n'a plus de boulot, qu'est-ce qu'on va faire, on va crever de faim, etc. Donc ils vont essayer de valoriser la non-pratique de l'excision, c'est-à-dire dire qu'effectivement, les gens vont se sentir mieux, au niveau de la santé va être meilleure, que les exciseuses, peut-être elles vont être recyclées dans des boulots différents. Voilà, c'est tout un travail qui se passe à plusieurs niveaux. Et puis le chef du village, peut-être le marabout, celle qui s'occupe peut-être la chef des exciseuses, enfin voilà, c'est tout un travail autour de ces pratiques. Je ne sais pas quelle expérience vous avez. Je voulais juste répondre pour le village. Oui. Vous savez, le travail qui est fait avec Sénégal, avec Tostan, fallait un suivi. C'est vrai qu'il y a certains villages au moment, ils ont abandonné et maintenant ils ont repris les couteaux. Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Et c'est ça le combat. Le suivi, oui. Il faut faire un suivi. Harmoniser du travail qu'on fait ici et là-bas. Et donc s'il n'y a pas de suivi, c'est vrai que comme nous, en tant qu'activistes, pour qu'on arrête l'excision, n'oubliez pas, il y en a d'autres qui sont pour l'excision, qui font le même boulot. C'est entre dire, oui, voilà, si vous n'excisez pas vos filles, ce sont des filles qui vont aller chercher des hommes qui courent derrière les hommes et ils ne sont pas mariables. Et donc, eux, et en plus, c'est certaines personnes qui ont une aura et plus de population.
Et donc c'est pour ça qu'il y a un moment, tu te poses la question, mais comment ça fait que cet village avait tout abandonné et maintenant ça revient en force? Parce que les médecins sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont constaté maintenant? Parce qu'à Dakar, c'est maintenant devenu un truc et tout le monde est abasourdi. Parce qu'on disait que bon, ça y est, Dakar, on n'en parle plus de l'éducation. Mais aujourd'hui, c'est les médecins qui constatent que les enfants, on arrive en urgence, elles sont carrément fermées parce qu'ils ont excisé le 7e jour de la naissance, le jour du baptême. Et donc ça colle. Et ça fait une suture naturelle comme une lymphibulation. Et c'est pour cela qu'ils ont fait une étude, ils ont trouvé que ça a augmenté de 4 à 5%. C'est énorme. Pourquoi ça a été fait? C'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Et c'est pour cela qu'on essaye de faire de l'harmonisation, le travail, ce qui se fait ici en Europe et en Afrique, et que les chefs d'État, pas seulement de voter des lois, et garder cette loi dans les droits, c'est de continuer à sensibiliser et informer. Mais il n'y a pas de suivi malheureusement. Mais une femme qui prend de conscience, elle-même, si elle réfléchit, qu'on le permet de réfléchir, parce que ce qui ne se fait pas chez nous, on ne permet à aucune femme de réfléchir ou bien de faire ses propres opinions. C'est toujours il y a quelqu'un qui dit que c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et tu n'as pas le droit de réfléchir pour toi-même. Et ce que la dame a dit dans le film, au moment, elle a décidé pour elle, pour sa vie. C'est elle qui décide, ce n'est plus quelque chose. Mais il y a trois quarts des femmes en Afrique, ils ne choisissent pas leur vie. On choisit à leur place. Et tu vis ce que les autres doivent voir, comment tu vas te comporter. Même le tenue que tu portes, tu dois dire, ah si je porte ça, c'est peut-être qu'on va me critiquer. Et donc tu fais attention à ce qu'on va dire sur toi. Malheureusement, c'est ce mentalité-là aussi qu'on doit changer. Oui, ce combat-là est un combat de la liberté des femmes et de l'égalité. Oui. Ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Oui. Bonsoir. Tout d'abord, c'est très beaucoup. J'étais agréablement surpris de voir Catherine Solaneur, qui est une prof. Ah oui? Oui. Qui est venue il y a 2 semaines à l'UCL et qui est venue donner des cours. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous recevez des personnes qui hésitent à faire exciser leur fille? Et quel travail est-ce que vous faites pour les convaincre de ne pas le faire, sans juger cette pratique? Et comment est-ce que vous gérez cette notion d'assistance à personne en danger? Parce qu'il y a un risque de mort. Donc comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Donc en fait, au GAMS, comme on est justement une ASBL activiste contre l'excision, c'est très rare que des femmes viennent chez nous en disant j'ai envie de faire exciser mon enfant, parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas là à la bonne porte. Mais c'est plutôt des professionnels qui reçoivent ces témoignages-là. Donc nous, on a eu des signalements de sages-femmes et de gynécologues qui ont eu des demandes directes d'excision, mais médicalisées. Donc on a eu des dames djiboutiennes ou guinéennes nouvellement arrivées, donc primo-arrivants, 3-4 mois seulement en Belgique, qui ne connaissaient peut-être pas encore la loi, qui n'avaient été pas en contact avec les associations, et qui, juste après l'accouchement, dans des grands hôpitaux bruxellois, en service de postpartum, demandent à la sage-femme avec le bébé, voilà, je voudrais faire exciser ma fille, mais je ne voudrais pas qu'elle souffre, on a la chance d'être en Europe, qui veut le faire? Comment on fait l'excision en Belgique? Et alors, dans ces cas-là, les sages-femmes, comme on a formé des sages-femmes relais dans les hôpitaux, elles nous appellent et je sais que pour les femmes djiboutiennes, c'est Zara, notre animatrice djiboutienne, qui allait discuter avec la famille. Et après plusieurs discussions, la maman a dit oui, ben, voilà, elle a reconnu qu'elle n'allait pas le faire. Et on a eu une dame guinéenne aussi, Lucie Aznatou, notre animatrice au CHU de Buchmann, qui est allée discuter. Donc voilà, donc, ça arrive où on a des demandes directes. Par contre, il y a parfois des perdus de vue. Donc je sais qu'il y a un hôpital qui s'appelle Eras, je ne sais pas, enfin il y a un gynécologue qui m'a appelé en disant je ne sais pas quoi faire parce que ma secrétaire a pris un rendez-vous pour une dame qui venait avec sa fille de 3 ans pour exciser sa fille. Et au départ, je lui ai dit, il ne faut pas prendre rendez-vous parce que moi je ne le fais pas. Mais après, je me suis dit, si je ne prends pas le rendez-vous, je perds le contact. Donc il faut que je parle avec cette femme et que je la voie. Donc il a pris rendez-vous pour discuter avec elle.
Mais sa première réaction avait dit, prends pas rendez-vous, moi je fais pas ça. Et après il s'est dit, attends, il faut quand même que je la voie, autrement elle va être dans la nature et elle va trouver quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que c'est important de former justement les professionnels pour savoir comment on agit face à des demandes d'excision. Parce que la médicalisation, on l'a vu en Angleterre, il y a des procès, la médicalisation peut être vue comme une solution à moindre mal, et là je mets pour des femmes migrantes qui se disent on ne veut pas arrêter nos traditions, on ne veut pas faire souffrir notre fille, donc on va le faire à minima, sous anesthésie. Et nous, on est bien clair par rapport à ça. Il n'y a pas de petite mutilation, il n'y a pas de petite excision. Et on le voit dans la pratique clinique, c'est que même le type 1, il y a différents types d'excision, mais le type 1 qui consiste à enlever une partie du clitoris et où on laisse encore les petites lèvres, où les gens disent ah oui mais ça c'est un petit, la femme n'aura pas de faire l'accouchement, ça peut donner des cicatrices très douloureuses et le trauma peut être aussi grand que parfois qu'une infibulation. Donc ça, il n'y a pas de petite excision.